Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'équipement qu'on doit avoir quand on débute en électronique. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aussi posé la question, quel est le matériel qu'on doit avoir quand on commence à faire de l'électronique, quand on veut se s'auto-dépanner ou qu'on veut commencer à s'initier à faire des choses. Alors il est important de partir sur un bon point. Déjà, je pense avant toute chose, avant de s'équiper en matériel, c'est d'abord d'acheter un livre qui est intéressant. Je ne fais pas la promotion de ce livre, mais je vous l'explique quand même. C'est le livre L'électronique pour les nuls. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, vous aurez plusieurs explications du monde de l'électronique. Perso, je ne l'ai pas lu parce que j'ai pu voir dans les livres la musique pour les nuls, la guitare pour les nuls, vous avez même sur l'histoire pour les nuls, c'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment assez riche. Alors, bien sûr, il faut l'équipement en électronique de base pour faire ce que j'ai fait, comme la réparation du téléviseur pour ce genre de choses-là, de rétroéclairage. C'est important d'avoir un système à air chaud. C'est vrai que le fer à souder n'a pas ça. C'est vrai que c'est un peu difficile de trouver l'outil adéquat pour ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que vraiment je vous recommande d'avoir du matériel qui soit plus ou moins polyvalent. Vous n'êtes pas des électroniciens de production, vous n'êtes pas là à faire toute la journée des sérigraphies, des cartes électroniques, voilà. Peut-être un jour ponctuellement vous allez faire comme moi, peut-être un stompbox, hein. Donc là il s'agit d'un noise killer, donc c'est-à-dire un tueur de bruit. Voilà, mais vous avez par exemple le matériel que vous devez avoir pour justement l'occasionnel. Il s'agit d'avoir déjà un bon multimètre, parce que si vous n'avez pas de multimètre, comment vous allez tester vos composants? Là il s'agit de l'Unity UT61E et c'est un fabricant chinois. C'est un matériel qui est plutôt pas mal, costaud, hein, c'est solide, hein, donc, voilà, vous avez un compartiment pile qui est avec une vis, enfin c'est vraiment... le boîtier est vraiment bien conçu et vous avez surtout un appareil qui mesure dans des valeurs proches à celui d'un Fluke. Un Fluke, c'est vraiment le multimètre de référence pour les électroniciens et les électriciens et électrotechniciens. Je sais qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter un multimètre à 500 boules, 500 €. Voilà, donc imaginez en CFA, non, je déconne, mais franchement, c'est ça monte vite. Bref, voilà, ce multimètre, l'avantage qu'il a, c'est que vous avez la fonction ici condensateur. Donc ça, c'est super, hein, la fonction capacimètre qu'on appelle, va vous permettre de mesurer vos condensateurs puisque c'est à 80% des pannes de vos appareils. Le condensateur tombe en rade, et après on appelle ça une panne en chaîne, c'est-à-dire une panne en cascade. Vous avez le condo qui pète, qu'est-ce qui va ensuite suivre? Ça va être le transistor qui va lui aussi lâcher, la diode Zener et nanana, et puis finalement ce sera votre microcontrôleur et peut-être même le processeur qui va lâcher avec. Pour éviter ça donc, c'est bien d'avoir un capacimètre que vous n'avez pas sur tous les multimètres. Et voilà, moi j'avais acheté ça quand j'étais tout petit. Et franchement, ce multimètre qui m'avait coûté à l'époque, c'était en francs, je crois que c'était du dollar de 100 francs, c'était assez cher. Hein. Ce multimètre, voilà, c'est dangereux puisque vous avez des indications que genre maximum 600 volts catégorie 2 et c'est entièrement faux. Hein. Quand vous démontez le truc, hein, ça supporte même 250 volts, il faut avoir la foi. Hein. J'ai eu du bol de ne pas avoir affaire à des courts-circuits à 250 volts, mais voilà, c'est pas un multimètre fiable du tout. Et il y a les fonctions qui sont dessus, elles sont vraiment ridicules. Vous avez un HFE, ça sert à rien là, ça c'est pour tester les transistors. Alors honnêtement, hors sujet. Fonction ohm, vous avez la fonction testeur de diode qui n'est pas vraiment un testeur de diode. Vous avez le microampère, vous avez les volts. Mais le problème c'est par cet appareil là qu'il n'est pas précis du tout. C'est-à-dire que vous allez mesurer une résistance, vous allez avoir un écart, je sais pas moi, presque 200 ohms. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc ça à éviter. Plutôt se pencher là-dessus, ça coûte une soixantaine d'euros, vous avez ça dans les boutiques en ligne comme Amazon, Conrad aussi, ce sera plus le nom de Unity puisqu'il y a un intermédiaire qui s'en met dans les poches, il s'appelle Voltcraft, voilà. Mais c'est le même fabricant, il y aura juste une couleur, ce sera gris au lieu de rouge. Bref, voilà, donc ça c'est le multimètre, c'est important d'avoir. Ensuite vous avez le fer à souder. Alors pourquoi je vous présente tout de suite cette bécane là? J'aurais pu vous présenter ma bécane derrière au fond. Alors cette machine là, vous la trouvez effectivement en magasin également, en boutique, ou vous la trouvez même en ligne. C'est un appareil qui coûte dans les 70-80 € et ça vous permet de réguler la température. Donc vous avez ici un fer à souder classique 48 watts. Donc ça va, c'est pas non plus une bête de course, mais ça va, c'est mieux qu'un 25 watts qui ne pourra rien vous souder. Par contre, voilà, vous avez ici la régulation de température. Hein. En plus, c'est un fer qui est alimenté en 24 volts, hein, donc pour une question de sécurité, c'est aussi intéressant.
C'est plus pour de la soudure en série. Hein. Si voilà, vous voulez faire effectivement toute la journée, vous êtes dans la soudure et il vous faut un truc comme ça. Après, pour vous qui vous initiez dans l'électronique et que vous voulez vraiment avoir un truc aussi qui fait air chaud et que en 10 minutes vous avez réparé par exemple votre téléviseur, votre cafetière ou je sais pas, votre chaîne hi-fi, parce qu'il y a aussi des chaînes hi-fi qui pètent hein, pour les mêmes problèmes. Si vous voulez faire des dépannages en 5-7 et que vous n'avez pas toujours de prise à portée de main, ben voilà, le mieux c'est vraiment d'avoir ça. Alors ça c'est un porte-à-sol, c'est un Super Pro 125, capuchon qui va avec pour la sécurité. Donc il ne s'agit pas, je ne présente pas des produits pour faire de la promotion de ces produits-là, je touche rien. Vous voyez bien d'ailleurs que dans mes posts, il n'y a pas de publicité quand vous les lisez. C'est parce que voilà, je ne cherche pas de financement ou quoi que ce soit, mais simplement partager ce que j'ai reçu. Donc mon expérience, j'avais testé aussi au niveau du Dremel Versatype. Alors, je vais vous le sortir. Celui-ci, hein, un beau coffret en glacier, brossé. Vous avez effectivement à peu près la même chose que le porte-à-sol. Ah, mais bon, la différence, c'est que celui-ci il coûte une trentaine d'euros et celui-ci il coûte 80 euros. Et si vous tombez dans une mauvaise boutique, vous tombez jusqu'à 120 euros, hein, l'appareil, le boîtier. Bah après, honnêtement, après les tests, le Dremel déjà il m'a abandonné en chemin. J'ai eu quand même 4 ans. Hein. Et je l'ai pas utilisé non plus de façon intensive, mais voilà, il m'a abandonné, il m'a lâché. Et ce qui a lâché dedans, c'est pas. Certains ont eu des méandres avec des mécanismes qui étaient défectueux, des fuites de gaz et compagnie. Moi, mon problème, ça a été les catalyseurs. Pourquoi? Parce que vous avez des catalyseurs là-dedans. C'est-à-dire que vous avez dans chaque panne, pas dans le Dremel justement, mais dans le porte-à-sol, vous avez ce qu'on appelle une grille métallique à l'intérieur qui, lui, va diffuser, va brûler le reste des résidus de gaz et diffuser bien la chaleur dans la panne ou dans votre buse. Dans le Dremel, vous avez le catalyseur à part et malheureusement, chez Dremel, ils ne vendent pas le catalyseur à part. Donc voilà. On essaie de gagner comme on peut, puis finalement, on est toujours perdant avec le moins cher. C'est pour ça que je vous dis, le Dremel, je ne veux pas casser la marque Dremel, hein, j'ai rien contre eux, c'est pas mal ce qu'ils font pour 30 euros, mais sachez que voilà, vous êtes limité aussi au niveau des pièces et au niveau de la performance, comparé à ça. Donc voilà, après le porte-à-sol, celui-ci il va de 25 watts pour souder vraiment des cheveux, hein. Quand je dis des cheveux, parce qu'à 25 watts vous ne chauffez pas grand chose, mais jusqu'à 125 watts, alors là ça devient vraiment très très intéressant, parce qu'à 125 watts il n'y a pas de fer à souder qui existe à cette puissance là en électrique, ou les gros trucs là pour les, pour les couvreurs. Donc en fait, cet appareil, l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez changer, vous n'avez pas qu'un fer à souder, là j'ai la panne, mais vous avez aussi, moi ce qui m'intéresse, parce que le reste après c'est de l'accessoire, vous avez là pour couper par exemple les pièces en plastique. Moi je ne travaille pas sur le plastique, donc c'est pas mon intérêt, mais peut-être que vous, certains d'entre vous utilisent pour la découpe du plastique. Alors vous avez une panne en forme de couteau là, et qui lui chauffe. Et donc voilà. Ensuite vous avez ce déflecteur qui se met sur la buse air chaud pour fermer les thermorétractables, donc c'est intéressant. Et vous avez une panne un peu plus grosse, si vraiment vous voulez faire de grosses soudures, je sais pas moi, vous voulez faire des structures métalliques, des petites structures métalliques comme ça, pour de la déco. Alors là, ça peut répondre effectivement à votre demande. Là, ici, on a une éponge, mais ça vous tue les pannes, parce qu'en fait, les pannes, elles aiment pas l'eau. Surtout quand l'eau, elle a une différence de température entre la panne et l'eau, forcément. Ben, le problème, c'est que votre panne, elle va s'oxyder prématurément, et c'est pas... Ça peut dépanner, comme dit, c'est une petite mallette. Ça, c'est une boîte normalement qu'on trouve dans les caisses à outils. Hein. Donc là, le vendeur, le fabricant, il a fait un kit très transportable et c'est pour ça qu'il a proposé l'éponge. Et moi, j'emmène ça dans une ancienne boîte de conserve. Voilà. Il y avait du pâté dedans, pâté végétal. Hop, mets ça là-dedans avec tout mon reste de matériel et c'est parti. Donc là, nous avons notre buse à air chaud. C'est vrai que cette vidéo elle est particulièrement longue, mais cette vidéo est importante parce que c'est ça qui va vous déterminer aussi votre qualité de travail derrière. Donc avec cette buse à air chaud, je vais pouvoir, alors j'ai oublié de mettre ça, voilà, je vais pouvoir dessouder et souder les composants montés en surface, les CMS. Parce que le problème de nos technologies, c'est qu'on a un peu les deux. On a du CMS et on a ce qu'on appelle de la soudure traversante, c'est-à-dire des pattes traversantes qui traversent une carte sérigraphiée, comme par exemple ça. Vous avez plein de petits trous. Bon, ça c'est vraiment pour faire de l'automontage.
Mais vous avez voilà deux types de composants. Hein. Vous avez ce composant-là, un tout gros vintage, voilà, avec les fils qui rentrent dans les trous et qu'il faut souder après. Et puis après, vous avez les composants. J'en ai un peut-être en exemple. Voilà, là, j'ai une bandelette qui avait lâché. Et là, vous voyez, c'est des CMS, composants montés en surface. Il n'y a rien derrière, c'est pas traversant. Mais le problème, c'est que si je viens avec ma panne à souder, ça va être difficile de dessouder comme ça. Donc, il va falloir que je procède autrement avec de l'air chaud. Et c'est pour ça que j'avais aussi à l'époque acheté le Dremel Versatype. Parce que non seulement à cause de son avantage d'être sans fil puisqu'il a gaz, vous avez la possibilité de envoyer de l'air chaud. Donc là aussi, sur le Dremel qu'il n'y a pas et qu'il y a là-dessus, c'est que vous avez un voyant ici, là. Une petite ampoule, vous voyez en fait, c'est pas une ampoule électrique, hein. Quand je dis ampoule, c'est une verrine, c'est un petit verre comme ça, vous voyez le niveau de gaz qu'il vous reste en fait. Donc là aussi, votre puissance de gaz, je trouve plus ergonomique d'ailleurs, et vous avez quand même le petit support qui permet d'avoir votre fer bien posé. Voilà, donc en fait, revenons sur le CMS. Donc là, j'ai pu, par exemple, la différence d'aile entre celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Bah oui, parce qu'en fait, celle-ci était défectueuse, elle était cramée, donc je ne l'ai pas lancée. Et donc du coup, j'ai changé par une autre DEL pour pouvoir réparer ma petite rampe lumineuse. Alors à quoi elle servait cette rampe lumineuse? Elle servait à un éclairage d'un tableau extérieur. Donc pour bien souder, il suffit juste de chauffer, avec l'air chaud bien sûr. Et là aussi, c'est une question d'habitude, il faut s'accommoder aussi avec le matériel, avec l'outil que vous avez. Et quand vous soudez en fait un CMS, il faut toujours que votre plaque elle soit plate et que vous venez chauffer par en dessous. Votre CMS, quand il sera saisi, vous le verrez nager sur l'étain. Donc il va commencer à se mettre en place sur la surface étamée. Donc il va nager et c'est là qu'il va falloir retirer le fer. Alors je déconseille quand même d'être trop près parce que si vous êtes l'air chaud et vous faites comme ça, là vous êtes bien plus chaud que ce que vous êtes censé être. Donc vous allez brûler la sérigraphie et c'est pas ce qu'on cherche à faire. Et on ne cherche pas non plus à détruire le composant. Donc on va y aller vraiment par parcimonie et au fur et à mesure qu'on voit que ça se défait ou que ça se fait, c'est là qu'on n'a pas besoin d'exagérer plus. Tout de suite, il faut arrêter de chauffer et même, quitte à même refroidir le plus rapidement possible. Voilà, donc ça, c'est pour ça que je vous ai expliqué que le fer à gaz est très intéressant parce qu'il a deux possibilités de faire, même voire trois, puisqu'il peut couper aussi plastique. Et en plus, il y a la fonction chalumeau, je ne l'ai pas montré, c'est vrai. C'est vrai que ça aussi, ça peut être pas mal. Alors, moi, j'ai utilisé cette fonction chalumeau et je vais vous dire pourquoi je l'ai utilisée. Dans quelle application? J'ai réparé deux postes à souder, des postes à souder à l'arc ou des TIG, des postes qu'on appelle inverters. Donc ce sont des postes qui sont à transistor, mais dont à l'intérieur vous avez une énorme self en cuivre et qui, des fois, quand il y a une surchauffe, cette self-là, elle se dessoude au niveau de son empiètement. Et du coup, vous n'avez plus de sauce. Vous voulez souder quelque chose, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus d'ampérage, vous n'avez plus rien. Et donc ça m'a permis de pouvoir chauffer les pieds de self qui sont épaisses, hein. C'était, je sais pas combien c'était en millimètres carrés, ça devait être du 13, du 14 mm carrés, c'était assez épais, hein. Avec ça j'ai réussi à le souder avec la flamme justement. Donc des fois, dans un cas particulier, ça peut être intéressant la flamme. Et aussi, c'est vrai, encore une fois, oublié, décidément. Et donc en fait vous avez la pompe à dessouder, ça aussi ça va vous aider à sortir vos composants défectueux, elle est très pratique pour ça. Donc la petite canule en caoutchouc je l'ai toujours. Ça c'est ma petite astuce, si vous en avez d'autres vous, des astuces sur les pompes à dessouder, faites-le moi savoir, c'est avec plaisir de pouvoir partager nos connaissances et la petite astuce c'est le petit secret en fait du matériel qu'on doit avoir de base pour s'initier dans l'électronique. Après, bien sûr, on parlera de oscilloscope, comme cet appareil-là, on parlera d'alimentation régulée, ça c'est bien aussi pour tester certains composants, j'utilise beaucoup pour le test. Hein. Voilà, après, là on n'est plus dans l'initiation, on est déjà dedans. Mais ce qui est important pour vous, c'est quand même de comprendre comment on doit avoir l'outillage nécessaire pour pouvoir souder au moins deux fils ensemble, ou changer une résistance, ou changer un condensateur. Après, voilà, c'est à vous de franchir le pas.